Bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation du radar Green Tech de la supply chain imaginé par le cabinet Wavestone en partenariat avec France Supply Chain. Alors la RSE, c'est le fil rouge de cette édition SITL, mais c'est aussi dans les têtes de tout le monde, hein, par conviction, par contrainte, par opportunisme. Qu'importe, en tout cas, tout le monde se demande comment réduire son empreinte carbone, mais comment faire, quelles solutions existent, comment les choisir, comment les mettre en place. Donc c'est à ces questions que nous allons répondre, du moins en partie, avec Florian Borgobello, consultant senior de Wavestone. Et également pour alimenter le débat, Alma Santarita, qui est responsable du département énergie et environnement de l'école d'ingénieurs ECE. Donc bonjour à tous les deux. Alors on va commencer quand même par la présentation du radar, hein, de Wavestone. Comment il est né, à quel moment, dans quel contexte, nous faire un petit peu le storytelling. Yes. Bonjour à tous déjà, je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi. Donc oui, effectivement, donc on va parler de ce radar Green Tech de la supply chain. En fait, pour la petite histoire, c'est un travail qui est né avec un petit groupe de consultants pendant la période du Covid. On avait un petit peu de temps pour réfléchir sur ce sujet-là. On avait en tête des questions autour de comment aller rebondir le monde et puis notre matière qui est la supply chain de travail au quotidien. Et donc en fait, avec un petit groupe de consultants, on s'est associés pour réfléchir au sujet, à la fois pour comprendre un peu comment était structuré le marché à ce moment-là, aussi nous réfléchir en tant que cabinet de conseil comment on pouvait en faire une matière de conseil, tout simplement. Et c'est de cette idée-là qu'est né le radar de la Green Tech Supply Chain. Petit à petit, on a travaillé sur le sujet et en fait, on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup résonance chez les entreprises avec lesquelles on travaillait. Il y avait aussi nos clients qui étaient demandeurs de réflexion autour de cela. Et effectivement, petit à petit, on en a parlé aussi avec l'association France Supply Chain, avec qui on est partenaire et avec qui on publie régulièrement. Et finalement, c'est devenu un travail conjoint de construction. Ça a donné lieu à un co-branding de cette publication et on a travaillé ensemble sur le sujet. Ça a donné lieu à une publication des webinaires et un certain nombre de choses. Alors ça date de 2021, donc ça a un petit peu de date, mais ça fait toujours son cours sur le sujet et on a pour objectif de continuer à poursuivre ce travail pour suivre les... Et du coup, aujourd'hui, à quoi il ressemble ce radar de la Green Alors, Tech? je ne sais pas, on peut peut-être l'afficher s'il vous plaît à l'écran, si c'est possible. Yes, voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, très concrètement, ce radar, l'objectif, c'est d'avoir une visibilité globale sur les solutions du marché ou toutes les bonnes idées sur les différentes facettes de la supply chain qui peuvent permettre soit d'amorcer ou d'engager une démarche de décarbonation de celle-ci. Donc, on les a regroupés sous ce qu'on a appelé des pétales. Sur à la fois des sujets de mesure d'émissions carbone, mais aussi sur des solutions à déployer ou à mettre en œuvre sur différentes facettes de la supply chain, comme l'intralogistique, sur les véhicules verts, la mutualisation des ressources, que ce soit des plateformes, sur du transport, du dernier kilomètre en ville. Les sujets autour du packaging également, alors plutôt orienté pour le coup sur l'aspect distribution et intralog plus que sur des emballages primaires par exemple. Et aussi la reverse logistique et le fait de sur l'aspect bâtiment, sur l'aspect immobilier, aussi d'activer des leviers sur ce sujet-là. Donc la complexité derrière un tel exercice, c'est à la fois d'avoir un enjeu d'exhaustivité, même si c'est très compliqué. Quand on a fait ce radar, en fait, on s'est quand même concentré sur la presse spécialisée, les grands magazines qui parlent principalement de ça. Ça a aussi nécessité d'avoir un certain nombre de partis pris, parce que c'est compliqué aussi de tout traiter sur ce sujet-là. Mais ce qu'on constate, en fait, quand on discute autour de cela, c'est aussi de permettre aux gens d'amorcer et d'avoir une réflexion sur le sujet. Et en même temps, quelque part, d'avoir rapidement une visibilité sur l'ensemble des choses. Parce que
les gens avec qui on parle, que ce soit des directeurs RSE, des directeurs des opérations, des directeurs supply, qui veulent amorcer ces sujets-là. Le premier sujet, c'est qu'est-ce qui se fait sur le marché, comment j'amorce le sujet, j'entends parler de ça et de ça, mais en quoi ça pourrait être utile ou applicable chez moi. Et en fait, finalement, cette bibliothèque, si on le voit comme ça, permet déjà de focaliser un certain nombre de choses, d'avoir un certain nombre de noms en tête, et finalement d'accélérer la prise en main du sujet. Et justement, quel est le niveau de maturité environnementale des entreprises qui peuvent utiliser ce radar? Est-ce que c'est à tous les niveaux, même le débutant, le débutant en RSE, est-ce qu'il peut l'utiliser? Je pense que le débutant sur le sujet RSE, c'est une très bonne entrée en matière d'avoir cela, parce que finalement, c'est vraiment le côté bibliothèque qui est intéressant, le fait d'avoir accès finalement en une page à l'ensemble des éléments. Il faut savoir que la publication après était autoporteuse aussi, puisqu'il y avait une description des entreprises dans la publication qui montrait en quoi cela justifiait qu'elles se retrouvent dans ces différents pétales. Et c'est vrai que si en visibilité on dit véhicule vert par exemple, dans la publication vous aviez les typos de motorisation que vous pouviez avoir en face. Est-ce qu'on est plutôt au statut de prototype ou est-ce qu'on est plutôt déjà sur quelque chose d'un peu plus mature? Enfin voilà, il y avait des qualifications qui étaient complémentaires. Donc déjà en se focalisant sur les sujets sur lesquels on veut travailler, finalement on a une bonne visibilité. On se réfère finalement ensuite à la bibliothèque qui permettait aussi de préciser ou de centrer les choses, et finalement ça permet d'amorcer. Après, ce qu'on a constaté aussi, c'est que typiquement avec les gens de France Supply Chain avec qui on a travaillé, donc typiquement des directeurs RSE ou des directeurs de l'innovation, qui avaient déjà un pied bien ancré sur le sujet, même pour eux, se sont dit, ont appris des choses au travers de cela, parce que même eux, ils sont en veille constante, ils réfléchissent au sujet, ouais. Et ça bouge. Et donc finalement, d'avoir cela, ça leur a permis aussi de se dire, en fait, je l'avais pas en tête, cette entreprise-là. Et finalement, ça vient agrémenter la réflexion derrière. Alors c'est un peu des pages jaunes mais vertes en fait. Exactement. Mais comment ça s'utilise? Est-ce que ça s'utilise effectivement comme un annuaire? C'est-à-dire qu'on va chercher un nom d'entreprise ou on cherche une problématique? Comment on entre dans le radar? Il y a plusieurs façons de le voir. Soit vous avez déjà une feuille de route qui est déjà construite dans le cadre de votre démarche RSE et vous savez sur quels axes vous voulez travailler. Et dans ce cas-là, effectivement, la segmentation permet déjà de filtrer un certain nombre de solutions et donc d'aider à faire ce travail. Après, comme je l'ai expliqué un peu juste avant, finalement, de toute façon, il faut travailler un peu sur tous les sujets. Il faut aussi prioriser ou en tout cas gérer le niveau d'effort dans les transformations des entreprises. Donc de toute façon, il faut aussi s'ouvrir, et ça fait en général partie des feuilles de route des entreprises, d'aller piocher sur tous ces sujets. Alors vous avez parlé d'une publication en 2021. J'imagine qu'il y a des mises à jour régulières qui sont prévues. Vous avez un agenda, un calendrier déjà? Oui, tout à fait. Donc là, actuellement, on réitère le partenariat avec France Supply Chain pour cette année. Donc là, les travaux sont en cours de réalisation. On a aussi augmenté un peu notre force de frappe sur le sujet, parce que le marché se structure. Il y a aussi énormément de données qui sont disponibles, et faire le travail de filtre un peu qualitatif aussi pour essayer de mettre des solutions qui sont pertinentes ou qui ont évolué ou qui vont plus loin sur le sujet. Ça demande beaucoup de temps et de rigueur. Et donc là, les travaux sont en cours et on prévoit une publication sur le début du prochain semestre 2023. Très bien, donc dans pas longtemps. Donc dans pas si longtemps que ça, exactement. Alma, donc vous êtes responsable du département énergie et environnement à l'école d'ingénieurs CE. Alors déjà, peut-être nous parler un petit peu de l'école, nous présenter ce que vous faites, et puis après de voir aussi comment vous percevez ce type d'outils. Oui, très bien. Bonjour et merci pour cette opportunité de vous parler de l'ECE. L'ECE, c'est une école centenaire. C'était créé en 1919 en tant qu'école centrale d'électronique. Et maintenant, on a évolué de la main de l'industrie, c'est comme on fait toujours. Et notre périmètre, c'est beaucoup plus large que l'électronique. On forme des ingénieurs et des experts
et dans des technologies du 21e siècle, mais avec pour faire face à des révolutions. La révolution du numérique et la révolution du développement durable. Et nous avons 10 spécialités, ce qu'on appelle major ou master, dans divers domaines, dont par exemple c'est les systèmes d'information, la cybersécurité, les big data et analytics, la finance et l'ingénierie, la santé, les clouds et aussi l'énergie et l'environnement dont je suis responsable. Et on travaille avec une approche des projets. Et les projets sont proposés par des entreprises partenaires. Nous avons un partenariat avec plusieurs entreprises et on les propose des problématiques réelles à nos élèves. C'est ça un atout de nos élèves parce qu'ils sont confrontés à la réalisation des projets chaque année, mais qui sont des problématiques réelles de l'industrie. Et après, on a aussi des enseignants-chercheurs qui sont décidés à proposer pour les élèves et aussi les idées de nos élèves pour développer un prototype, une idée seulement dont ils souhaitent travailler. Et c'est les projets, chaque année, dont ils travaillent pour le développement de ce projet pendant toute l'année. Nous avons 4 campus à Paris, Bordeaux, Lyon et Rennes. Et on essaye de rester dans le cœur des villes pour ne pas s'éloigner de la possibilité d'avoir déjà la coopération avec les industriels et avec toutes les entreprises. Et c'est une caractéristique très, très importante de l'ECE. Et la formation d'ingénieur, ce n'est pas la seule formation. On propose aussi une formation de bachelor et de Master of Science, aussi dans des spécialités comme les énergies durables, et la cybersécurité, les clouds, plus ou moins dans le même sens de major, mais pour les bachelors et les Master of Science. Et je peux vous dire, nous sommes aussi partie du groupe Omnes Education, c'est l'un des premiers opérateurs d'éducation supérieure privée en Europe. Et nous sommes plus de 15 écoles, 40 000 élèves, et une quantité énorme aussi des alumni qui nous donnent aussi une force très importante, un groupe très large dans des divers domaines parce qu'on a le marketing, et la communication, sciences politiques, et business et l'école d'ingénieurs que c'est l'ECE. Et justement, dans vos programmes, comment vous intégrez la question de l'empreinte environnementale ? Pour nous, c'est un parti très important qu'on divise en 2 parties. D'abord, la sensibilisation, parce qu'on croit, on est convaincu que c'est qu'à travers de l'information qu'on peut agir. Et on peut agir d'une façon plus focalisée si on connaît les problématiques. Alors, on a une sensibilisation, tout d'abord, par exemple, avec des ateliers comme la fresque du climat ou la fresque du numérique, qui sont des ateliers collaboratifs très importants qui nous permettent d'avoir une première approche pour cette problématique, une première sensibilisation pour les élèves, par exemple, dans les premières années. Mais on a des propositions et des cours, de plus en plus de nombre de cours pendant toute la formation d'ingénieurs. Alors, on a, par exemple, à partir de la 3e année, on a des cours sur le développement durable. Et après, bon, la majeure, c'est depuis 2015, on propose cette majeure qui a vraiment un focus sur l'ensemble du secteur et de cette binôme. On analyse tout ce que c'est la production d'électricité avec des sources renouvelables, mais aussi tous les nouveaux défis qu'on a si on a de plus en plus d'énergies renouvelables. On a l'intermittence que c'est lié aux énergies renouvelables parce qu'on n'a pas tout le temps la production du soleil ou la production éolienne. Alors on doit avoir à côté un management d'énergie, un stockage d'énergie aussi. Et on ne parle pas seulement des énergies renouvelables parce que les énergies fossiles ils sont toujours une réalité de notre système énergétique. Alors on doit parler aussi de comment on va devoir produire peut-être toujours à travers des combustibles fossiles, des charbons, des gaz naturels, mais comment on peut faire mieux. Par exemple, comment on peut faire pour des systèmes de capture et de stockage de CO2. Et aussi le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est une énergie, la seule énergie qui va nous permettre d'arriver à la neutralité de carbone d'ici à 2050. Alors, nos élèves apprennent aussi à gérer l'énergie nucléaire.
et aussi la partie consommation. On a un module sur la thermique du bâtiment parce que c'est le secteur plus consommateur d'énergie. Alors on a toute la partie production, mais aussi consommation et aussi transport et stockage d'énergie. Et ça, c'est une formation facultative. C'est nos élèves qui choisissent. Mais on a aussi des autres options qui sont facultatives toujours, mais qui sont liées au développement durable et à la transition écologique, comme par exemple l'option d'approfondissement sur l'hydrogène, l'option d'approfondissement sur les véhicules électriques et hybrides et les véhicules aussi autonomes, qui nous permet de donner aux élèves une vision générale de la problématique. On a aussi un mineur sur le développement durable où les élèves sont dotés d'informations générales, mais aussi comment balayer tous les outils du numérique pour faire face aux défis de la transition écologique. Et maintenant que vous connaissez le radar GreenTech de Wavestone, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser dans votre enseignement, puisqu'il y a ce panel complet, justement? Oui, c'est un outil vraiment très important pour nous parce qu'on voit l'application de tout ce qu'on a appris, on peut dire d'une façon modulaire. Maintenant, on voit comme on peut avoir l'ensemble de toutes les connaissances techniques, on voit l'application. Alors, c'est très important. Là, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'il suffit d'adopter un outil technologique pour réduire son empreinte carbone? Est-ce que c'est magique? Non, évidemment, la réponse est non. C'est sûr que ce radar, s'il faut émettre un peu une critique sur la publication, c'est que c'est une vision solutionniste du problème. C'est-à-dire, j'ai ce sujet, je veux réduire à périmètre défini une empreinte carbone. Quoique encore, ça peut être un peu plus compliqué que ça, mais c'est une vision comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est de se dire, je déploie ça, je résous le problème. Ce serait ne pas comprendre justement le problème. Il faut être critique et réaliste sur le sujet. Il y a un vrai enjeu autour de l'organisation des entreprises. Les meilleurs leviers, c'est ceux qui n'émettent pas. Donc, entre un camion à énergie propre et pas de camion, c'est-à-dire des transports réduits, moins fréquents, ou ce genre de réflexion qu'il faut ouvrir et mener, c'est aussi ça, les vrais leviers qu'on peut avoir derrière. Réfléchir à mieux optimiser les services, mieux gérer les choses, mais aussi de réfléchir peut-être un peu autrement d'un point de vue organisationnel. Et puis ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a une troisième brique, si on prend le côté solution, organisation, qui est là, n'est pas tout à fait à la main des entreprises, c'est plutôt l'aspect de la puissance publique. Parce que derrière, en général, on parle d'électrification des usages, concrètement, où c'est un des premiers leviers qu'on peut voir en face. C'est aussi, comme on le disait, d'avoir un enjeu autour de l'énergie décarbonée et de production. Et là, on peut avoir un joli camion à hydrogène, mais si celui-ci est produit à partir d'énergie fossile, on n'a quand même pas résolu l'équation à la fin. La bonne nouvelle, moi, que je vois plutôt derrière ça, et d'ailleurs, ça fait rebond entre le radar qu'on a en 2021 et le radar là qu'on est en train de produire sur cette année, c'est que autant au niveau des écoles, il y a un niveau de conscientisation, ou en tout cas, ça s'intègre dans les programmes et ça évolue. On le voit aussi, la montée en compétences des gens avec qui on discute, y compris des directeurs RSE, des directeurs des opérations, à bien prendre en compte, de mieux comprendre l'équation complète, c'est-à-dire de ne pas résoudre le problème à une vision solutionniste du sujet et vraiment d'aller plus loin. Et d'ailleurs, on se fait pas mal challenger aussi sur ces sujets-là en disant attention, il ne faut pas prendre à Paul pour déshabiller Pierre, etc. etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle là-dessus. Après, il faut aussi réfléchir à passer le cap, à activer d'autres leviers et qui vont aller encore plus loin que juste l'aspect déploiement de solutions, mais qui est aussi un prérequis à la décarbonation de la supply chain. Alma, vous sentez cette sensibilité-là aussi chez les étudiants de pas seulement adopter une solution qui va résoudre tous les problèmes? Est-ce que vous devez les accompagner pour qu'ils comprennent que c'est une équation complète Oui, et c'est très intéressant parce que vraiment maintenant les jeunes ils sont très impliqués
il peut identifier les rôles dans cette démarche. Et alors, avec des outils comme les radars, ça nous permet de mesurer on est où et de voir, OK, maintenant qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on peut faire et les élèves, ils s'identifient vraiment son rôle en tant que jeune, mais aussi en tant qu'ingénieur et que futur décideur. Et alors ça, c'est très important. On parlait des questions, enfin de la maturité environnementale des entreprises qui pouvaient éventuellement s'adresser à vous avec le radar GreenTech. Est-ce qu'il y a une évolution des questions posées par ces entreprises et justement une maturité que vous pouvez ressentir au fur et à mesure des années? Oui, très clairement. Et d'ailleurs, en tant que cabinet de conseil, même nous, notre offre se construit autour de ces discussions et de comment on réfléchit au sujet. Il y a eu, finalement, ce radar a été une amorce aussi en tant que tel dans l'aspect des réflexions. C'était le bon sujet à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on prenait le sujet il y a peut-être 2 ans. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce que je disais sur l'aspect gouvernance, organisation, réfléchir à des schémas directeurs qui sont mieux pensés, plus locaux, structurés autrement, ça fait partie des sujets qu'on adresse avec nos clients, ou en tout cas même pas forcément nos clients, mais juste les gens qu'on croise et qui discutent de ces sujets-là. Donc oui, il y a plutôt une montée en compétences générale derrière, et il y a du pain sur la planche. Et tout à l'heure, on parlait de mise à jour. Ça va être une mise à jour simplement des sociétés, mais est-ce qu'il va y avoir des pétales supplémentaires à la fleur qui se dessine? Alors aujourd'hui, c'est pas tranché. Ça fait partie des discussions qu'on a. Est-ce qu'on les restructure? Est-ce qu'on les adapte? Il y avait des choses qui étaient un peu mises de côté, qu'on avait volontairement... je dirais pas omises parce qu'on les avait vues, mais qu'on a volontairement pas intégrées dans le radar. Typiquement sur tout ce qui est plutôt la chaîne amont autour des achats, l'enjeu des certifications ou ce genre de choses qu'on n'a pas intégré. Là, en fait, dans la première version du radar, on avait pris beaucoup de temps à expliquer les différents pétales, leur périmètre, comment ça se construit, comment ça s'intègre, etc. Le but, c'est justement avec cette montée en compétences, de se dire il y aura peut-être des pétales à peu près équivalents ou un peu réorganisés, mais justement de donner les clés de la prise de hauteur autour du sujet à côté. Donc le format n'est pas encore complètement déterminé. Ça fait partie des travaux qui sont en cours. Je pense qu'on aura des choses quand même relativement semblables, ou en tout cas qui se répondront. Mais le but, c'est aussi de prendre encore un peu plus de hauteur sur le sujet et de surtout pas faire passer les gens à côté de l'équation globale. C'est ça. Et alors, pour ceux que ça intéresserait, où est-ce qu'on peut trouver le radar GreenTech? Alors, il est disponible sur le site corporate du cabinet Waystone. Vous tapez Green Radar, vous allez le trouver. Il est aussi disponible chez notre partenaire France Supply Chain qui a publié également en français et en anglais ce radar. Pour information, le webinar qui a été fait à l'époque, puisqu'il était aussi partagé avec justement des gens qui faisaient des REX sur leur démarche RSE, sur comment ils intégraient ce type de travail dans leur réflexion, plutôt côté client finalement, ou côté équipe qui déploie les solutions au sein de leur supply chain. C'est aussi intéressant d'avoir leur retour sur le sujet, et donc il est encore aussi également disponible sur le site de l'association France Supply Chain. Très bien. Alma, est-ce que vous vouliez compléter Oui, peut-être juste par rapport à cette vision complète dont on discutait, on doit tenir en compte qu'on doit arriver à la neutralité de carbone d'ici à 2050. Alors les challenges, c'est énorme et c'est vraiment des implications en tout. Et on doit changer nos modèles de production, nos modèles de consommation, nos modèles de transport. Et c'est un challenge très important. Si on souhaite vraiment arriver à réduire les émissions, on doit prendre en compte tout ce que c'est l'empreinte carbone de nous-mêmes, des entreprises, mais aussi personnelles. Et on doit faire des choix différents. Et c'est ça, les derniers rapports du GIEC, ils nous disent chaque fois, c'est des solutions qu'on doit prendre maintenant
on doit agir maintenant et même si c'est des petits gestes, on peut les faire. On parle beaucoup d'un concept que c'est la sobriété et surtout maintenant énergétique. Depuis quelques temps, on parle de ça. Et on a vu bien qu'on arrivait à faire des économies d'énergie, je crois environ de 6% avec des petits gestes. Mais c'est des gestes qu'on avait, des personnes comme moi qui ont travaillé dans les secteurs d'énergie, on avait déjà dit qu'il faut faire attention aux lumières, qu'il ne faut pas avoir les chauffages très hauts parce qu'on n'a pas besoin. On avait déjà dit, on n'a rien dit de nouveau. Et cependant, on arrivait à faire des économies d'énergie juste parce que ça arrivait à toucher notre budget. Vous savez, dès que ça montait les prix, on l'a fait. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Alors ça, c'est vraiment, je peux dire, dommage, parce que ce sont des petites actions qui peuvent tout changer. Et pareil, quand on parle aussi maintenant de sobriété, mais en général, de l'eau, sobriété, on n'a pas besoin de changer notre téléphone portable chaque année juste parce que c'est la mode ou juste parce que c'est mieux. On n'a pas besoin d'avoir 40 000 t-shirts. C'est pour vous dire que vraiment, tous les petits gestes comptent et qu'il faut agir maintenant. Merci pour le message. Est-ce que, justement, on va faire en mode participatif, hein, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le radar GreenTech? Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez connaître en plus? Non. Bah écoutez, non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur France Supply Chain pour le retrouver sur le site de Wavestone. J'imagine que les liens sont disponibles. Tout à fait. Et puis merci également à l'école ECE. Merci. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci.